Bonsoir, merci de nous retrouver en direct dans le studio de Boursorama. On est ensemble pour ce webinaire 100% questions dédié au PER, le plan d'épargne retraite, parce que oui, ce produit d'épargne, il a fait sa place dans le paysage français à un moment où un nombre croissant d'entre vous considère qu'il va être nécessaire d'épargner pour sa retraite et que selon d'ailleurs une enquête récente, 62% des Français estiment qu'il faut le faire, eh bien oui, avant 35 ans. Alors chez Boursorama, le PER1, il s'appelle Matelas et il est proposé en partenariat avec BlackRock et vous pouvez aussi poser bien sûr des questions sur ce produit précis. Sans surprise, des questions, on en a d'ailleurs reçu énormément en l'inscription, plus de 400. On les a classées en grandes catégories, mais bien sûr priorité au live si vous avez des questions. Et pour y répondre, bien sûr, ce soir, je suis entouré des meilleurs experts, à commencer par Henri Chabadel, directeur des investissements de BlackRock France, Belgique et Luxembourg. Bonsoir Henri. Bonsoir Laurent. Et à ses côtés, je l'ai déjà mentionné, Rémi Filipovic, chef de produit marketing épargne placement. Bonsoir Rémi. Bonsoir Laurent. Donc plus que jamais, même si ça a été un petit peu rocambolesque, ce moment est le vôtre. Posez toutes vos questions et la tablette est à côté de moi pour y répondre. Alors je l'ai dit, messieurs, un webinaire 100% questions. J'espère que vous êtes affûtés, que vous êtes prêts. Mais quand même, on a estimé nécessaire de faire une petite présentation très courte, très simple, mais rappelez les bases, on aime bien le faire à chaque fois lorsqu'on fait un webinaire. Rémi, pourquoi il faudrait aujourd'hui souscrire un plan d'épargne, sans tarder? Alors, la réponse est un peu dans la question. Ça s'appelle un plan d'épargne retraite. Donc, l'objectif, avant tout, d'un PER, c'est de préparer sa retraite. C'est-à-dire utiliser sa phase d'actif, salarié ou non salarié, on le verra après, oui, pour constituer un capital de façon à se constituer un complément de revenus une fois qu'on sera à la retraite et qu'on a des revenus qui seront moindres. Pour cela, je rappelle quand même qui peut souscrire. C'est une question qui revient, qui est revenue d'ailleurs. Toute personne physique majeure en activité, sans condition liée à situation professionnelle. C'est-à-dire que vous soyez salarié ou travailleur non salarié, comme les indépendants, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas de conditions spécifiques à cela. Bon. Et donc, l'objectif, comme je disais, c'était de se constituer un complément de revenu à la retraite, mais il y a un avantage à ce produit, c'est que vous avez également le bénéfice d'un avantage fiscal lorsque vous faites des versements, puisque les versements sont déduits de votre revenu imposable. Oui. Attention cependant, vous avez quand même un plafond au-delà duquel vous pouvez toujours verser si vous le souhaitez, mais l'avantage fiscal cesse. Oui. Et il dépend de vos revenus et de vos statuts, salariés ou non salariés, puisque les plafonds peuvent être différents. Oui, alors la fiscalité, c'est toujours un sujet compliqué. On pourra l'aborder ce soir, mais il y a plein d'autres questions. Il y a un webinaire qui a été fait spécifique sur le sujet de la fiscalité et que vous pouvez retrouver sur le site Boursorama dans la rubrique vidéo et webinaire. Voilà donc, dans les grandes lignes, j'ai envie de dire, ce qu'il faut savoir pour la souscription d'un PER. Ça, c'est bien, mais pourquoi on aura envie de choisir le PER de Boursorama plus spécialement? Pourquoi? Parce que c'est un peu notre ADN. C'est un contrat qui fait partie des moins chers du marché. Les frais les plus bas, déjà pas de frais sur versement. C'est pas nous qui le disons. Non, c'est pas nous qui le disons. Tout à fait, on est bien d'accord. Oui, on est bien d'accord. Pas de frais sur versement, pas de frais d'arbitrage, pas de frais non plus de sortie, et pas de frais sur arrérage. Alors arrérage, c'est quoi? C'est des frais sur le versement de la rente une fois qu'on est à la retraite. Et puis également, en gestion pilotée, on fait partie des frais les moins chers du marché avec 1,02 de frais maximum, tous frais compris, c'est-à-dire en intégrant les frais de gestion, les frais de la gestion et les frais d'investissement et d'allocation. Ouais. C'est un exemple, cela dit, pour une gestion pilotée qui serait à 10 ans de la retraite. D'accord. Il y a d'autres avantages du PER1, c'est déjà un contrat très accessible. On peut le souscrire dès 150 €. C'est pas mal. Quasiment toutes les opérations se font en ligne. Oui. Les seules qui ne se font pas, c'est les opérations de sortie. Mais toutes les opérations de souscription et de gestion se font en ligne. Oui. Et puis, on a deux modes de gestion sur le PER1 Matelas. Soit on a la gestion pilotée, pour ceux qui vont être accompagnés et qu'on gère à leur place, en fait, qu'on alloue les fonds. Et puis, pour ceux qui se sentent peut-être plus autodidactes ou qui sont plus assurés, plus avertis. Voilà, le nez sous le capot. Exactement. Ils peuvent faire de la gestion libre. D'accord. Dans laquelle ils choisissent eux-mêmes les fonds. Alors, justement, on va s'intéresser avec vous, Henri, à cette gestion pilotée à horizon, en partenariat avec BlackRock. Et ces thèmes qu'on aime bien réexpliquer, gestion pilotée, Rémi l'a un peu dit, mais à horizon. Ça, c'est hyper important pour comprendre un petit peu comment marche le mécanisme sur le long terme. C'est très important parce qu'on va épargner toute sa vie, pendant toute sa vie active, mais on veut arriver avec un capital constitué le jour où on part à la retraite. Et on sait bien qu'à ce moment-là, comme les revenus diminuent, on ne peut pas, le cas échéant, compenser les éventuelles baisses de marché. Donc, d'une certaine manière, la tolérance au risque a baissé. Et surtout, on va commencer à désinvestir ce patrimoine qui a été constitué. Ah oui. Et ça, c'est un deuxième facteur qui nécessite de réduire le risque en termes d'allocation aux actifs risqués
dans ces différents portefeuilles. Donc, ce qu'on peut voir sur ce type de graphique, ce n'est pas forcément toujours très simple à comprendre, mais en résumé, plus on va se rapprocher de la date de départ en retraite, celle que l'on remplit au départ quand on souscrit à ce produit lors du parcours client, plus on se rapproche de cette date, plus l'allocation va être orientée vers des actifs peu volatiles, sûrs, plutôt de type rendement, comme par exemple le fonds en euros. Oui, j'ai moins d'appétence au risque quand je vais devoir... Moins d'appétence au risque, et puis après tout, le jour du départ à la retraite, certains choisiront de sortir progressivement un petit peu de capital pour compléter leurs revenus. D'autres vont décider d'en sortir beaucoup plus, par exemple pour financer l'achat d'une résidence secondaire. Chacun est libre de ses choix, mais en l'occurrence, ce qui est sûr, ce qu'on a pu démontrer, c'est que l'appétence au risque baisse au fur et à mesure qu'on se rapproche de cette date de départ en retraite. Et c'est la raison pour laquelle l'allocation, on le voit sur ce graphique, va être réduite progressivement. C'est ce qu'on appelle la gestion pilotée à horizon. L'horizon, c'est la retraite. Et le pilotage, c'est cette réduction progressive de l'allocation aux actifs risqués. Bon, ben voilà, très clair sur ça. Et puis voilà, les profils prudents, équilibrés, dynamiques. Il faut au départ renseigner un petit peu ces différentes informations sur l'appétence au risque, sur l'espérance de rendement, histoire d'avoir le profil le plus adapté. Forcément, il faut aussi parler de la performance. Comment ça marche sur la gestion pilotée, Rémi, cette notion de performance ? Eh bien, comme on peut le voir à l'écran, on a un contrat quand même qui présente de très bonnes performances. On l'a vu notamment sur 3 ans, ne serait-ce que pour un profil prudent, par exemple. On peut déjà bénéficier d'une rémunération de 20, un peu plus de 20%. La création qui est indiquée à droite, je le précise, le contrat a été lancé en septembre 2021, donc ça donne à peu près un horizon de 4 ans, mais on voit à l'inverse, son profil dynamique, on peut parfois une performance de également presque 26%. Et cette année, les performances sont déjà assez encourageantes, même si elles sont un petit peu moins disantes que les années précédentes. Je vais la poser, Henri, oui. Voilà. Et bon, alors ce sont effectivement des données transmises par notre partenaire Auréa Dervy. Justement, Henri, il l'a un petit peu évoqué. J'ai une question de Maël qui nous dit les performances sont très bonnes sur le long terme, ça c'est bien, mais un peu en retrait cette année. Est-ce grave, docteur ? Alors, quelle est votre ordonnance ? Maël a raison de poser cette question parce qu'objectivement, il suffit de regarder le graphique. On voit bien qu'il y a un petit coup de mou au niveau des performances. Les performances restent positives. Honnêtement, elles sont satisfaisantes dans l'absolu. En revanche, effectivement, si on les compare, par exemple, aux performances enregistrées par les principaux indices actions que l'on peut suivre, le Nasdaq, le S&P 500, alors encore plus cela, le CAC 40, voilà, on est plutôt sur des performances des marchés d'actions à 2 chiffres. Et donc, ce qui interpelle dans ce graphique, notamment sur la performance annuelle arrêtée au 30 septembre, c'est qu'on est sur des performances à un seul chiffre. Là, la raison que l'on peut mettre en avant, c'est le fait qu'on est exposé sur l'ensemble des marchés mondiaux en tolérant en partie l'exposition au risque de change. C'est-à-dire que quand on est exposé sur les indices actions américains, une partie du portefeuille, pas la totalité, puisque la moitié du risque de change est couvert, mais seulement la moitié. Ce qui veut dire qu'une partie des performances a été négativement impactée par la baisse très significative du dollar cette année. C'est vrai que là, pour le coup, très nettement. La baisse du dollar, c'est une baisse à 2 chiffres contre l'euro. Et c'est ça qui est venu pénaliser les performances en 2025. Mais je regardais avant de démarrer ce webinaire comment avait évolué le dollar depuis la date de création du Perrin Matelas. En fait, il est quasiment au niveau du jour où on a ouvert ce contrat. Intéressant. Le dollar contre euro, c'est quelque chose qui fluctue avec le temps. Il y a eu des bonnes années, on le voit par le passé, pendant lesquelles le dollar s'est apprécié par rapport à l'euro. Et à ce moment-là, ça a été un moteur de performance complémentaire. Cette année, ça joue un petit peu contre nous au niveau des performances. Mais dans la durée, c'est vraiment ce qui compte, dans la durée, on ne s'attend pas à ce que la devise ne soit un facteur durable de sous-performance. D'accord. C'est quelque chose d'un peu plus conjoncturel quand je vous écoute. C'est quelque chose d'un peu conjoncturel en 2025. Il est normal que les devises fluctuent. Donc là, cette année, ça fluctue. Surtout Donald Trump, il l'a dit. Il trouve que le dollar est trop fort. Exactement. Il était peut-être un peu trop fort, mais on en avait profité avant. Et voilà, ça revient à une certaine forme de niveau d'équilibre. Et sur le long terme, le dollar présente quand même une exposition au dollar présente quand même 2 avantages. Premièrement, on n'a pas à payer le coût de couverture. Et le coût de couverture du risque de change, c'est quelque chose qui... C'est la question que j'allais vous poser. C'est de l'ordre de 2% par an en moyenne historique. Donc ça pèse aussi. Ça pèse beaucoup, ça peut peser beaucoup, surtout sur des horizons d'investissement très longs, surtout sur un actif qu'on s'attend à voir fluctuer. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de tendance structurelle à la dépréciation du dollar, pourquoi payer une assurance ?
Et le deuxième facteur, c'est que historiquement, quand il y a des incertitudes, et il peut y avoir des incertitudes, le dollar fait partie de ce qu'on appelle les devises refuges. Et donc, ça n'a pas marché en 2025, mais ça marche sur longue période. C'est quand même une force de rappel. C'est quelque chose qui va venir stabiliser vos performances au niveau des marchés d'actions. Donc ça fait 2 bonnes raisons de garder une exposition au dollar, même si ça a un peu pénalisé les performances en 2025. Bon, un petit rhume, mais rien de grave. Moi, c'est ce que j'ai retenu de votre Exactement. commentaire, Henri. Voilà pour l'aspect gestion pilotée. Là aussi, si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais de les poser. Mais Rémi l'a très bien dit, pour ceux qui se sentent plus en confiance ou qui connaissent bien ou qui ont envie finalement de faire quelque chose de sur-mesure, on aime bien aussi, il y a la gestion libre. Il y a de quoi faire du sur-mesure avec Boursorama, Rémi. Tout à fait. C'est un contrat qui dispose d'une diversité d'investissements. On a à la fois des supports immobiliers, des CCPI, on a aussi le private equity dette privée, recherché par le client, évidemment des supports ou des fonds indiciels, des fonds ETF, pour ceux qui veulent suivre des indices de marché. On a des fonds également obligataires à échéance, pour une partie plus sécurisée, et évidemment du support fonds sécurité euro, pour ceux qui cherchent vraiment la sécurité absolue. Alors, attention néanmoins, sur le contrat PR Matelas, on ne peut pas verser plus de 50% sur du support euro. D'accord. Voilà, c'est une particularité du contrat. Exactement. Et je crois qu'on a une slide dédiée aussi sur le fonds euro, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Je pense qu'elle va bientôt apparaître à l'écran. En régie, mais je pense qu'ils ont beaucoup à faire en régie. Ouais. Oh, c'est beau ça, il y a une petite animation même au début. Magnifique. Oui. On en est quand même assez fiers. On a un fonds euro qui présente des performances particulièrement attractives. Il a rémunéré 3,5% l'année dernière. Et cette année, si vous faites un versement libre, dont la partie investie sur le support sécurité euro sera rémunérée 5% en 2025 et en 2026. C'est pas mal. Voilà. C'est vraiment pas mal. Je vous dis pas, pendant que vous parliez, messieurs, ça a déboulé, littéralement. On va donc passer tout de suite aux questions. Mais avant, Rémi, un petit webinaire, il y a une petite offre, forcément. Oui, toujours. Vous avez préparé quelque chose quand même. Surtout cette fin d'année, effectivement, on passe à Noël. On a prévu une offre donc actuellement qui a commencé depuis le début du mois d'octobre, que vous pouvez trouver dans vos offres du moment. Donc pour toute adhésion à un PER, à partir d'un montant minimum de 1 000 €, vous pouvez percevoir jusqu'à 300 € de prime à l'adhésion pour toute première souscription, je le précise. En fonction donc, du montant que vous investissez. Bon, on le rappellera en fin de webinaire, pour ceux qui ne sont pas encore là ou qui ne nous ont pas rejoints. On va maintenant passer aux questions. Il y en a beaucoup qui sont tombées. Il y en a une, au moment de l'inscription, qui est revenue très souvent. C'est la question de Laurence, et je crois qu'il y a une question qui est tombée en direct. Peut-on ouvrir un PER après 65 ans si on est à la retraite? Et si oui, quels avantages? Et Christian, qui nous regarde en ce moment, nous dit « Je comprends que ce PER n'est pas fait pour les retraités ». Alors, moi, d'emblée, quand je me dis plan d'épargne à la retraite, je prépare pour la retraite. Est-ce qu'on peut souscrire, Rémi, quand on est retraité? Alors, la réglementation ne l'interdit pas. Mais nous, Boursorama, n'ouvrons pas la souscription si on est retraité. D'accord. Pour les personnes actives. Néanmoins, il s'agit bien, je crois que c'est Christian, c'est ça qu'il a bien compris, Christian d'un plan d'épargne pour la retraite, donc pour préparer sa retraite. Ce n'est pas un plan d'épargne retraité. Donc, les avantages, d'ailleurs, même la retraite, sont beaucoup moins valables. On rappelle l'objectif au départ, c'est de se constituer un capital pour compenser des revenus qui seront plus faibles à la retraite. Si on l'est déjà à la retraite, l'avantage est quand même beaucoup moindre. Oui. Voilà, bon, en tout cas, réponse très claire là-dessus. Question qui a été beaucoup posée. Il y en a d'autres qui sont tombées. Mathieu nous dit, quand on est encore loin de la retraite, quelles sont les solutions pour récupérer une partie de son épargne sur un PER en cas de besoin? Et oui, parce que c'est aussi une des nouveautés de ce PER, c'est qu'il prévoit des cas de sortie. Si on a un coup dur, Rémi, ce que je peux dire peut-être, et vous allez me corriger ou pas, c'est que c'est vraiment des cas un peu exceptionnels quand même. Complètement. Oui. Alors, ce n'est pas la vocation. L'objectif du PER, c'est surtout que les fonds normalement sont bloqués jusqu'à la retraite. Néanmoins, le législateur a laissé des possibilités de sortie dans des cas un peu extrêmes. Il y en a 6 au total. Donc 5 qui sont effectivement l'invalidité, le décès du conjoint, l'expiration de droits à chômage, un indépendant dont la société serait en liquidation judiciaire, des cas de surendettement. Et il y en a un 6e qui a été rajouté par la loi Pacte de 2019, qui est l'acquisition de la résidence principale. Attention néanmoins, c'est une souplesse qui est laissée, mais un PER n'est pas fait pour acheter une résidence principale. Oui. Et c'est d'autant plus important que la fiscalité est beaucoup plus lourde à la sortie lorsqu'on achète cette résidence principale, puisque dans ce cas-là, le capital qui est sorti est imposé comme s'il s'agissait d'intérêts ou plus-value. Donc toute la partie est imposée, pas uniquement les intérêts qui ont été générés.
pour le cas de l'acquisition de résidence principale. Bon, et voilà, là aussi une réponse très explicite. Je vais vous faire peut-être vous répéter, Henri, mais parce qu'on est passé un peu vite sur une notion un petit peu technique. Et je suis là pour ça. Exactement, et Patrick nous la pose, qui nous dit sur les placements en dollars de BlackRock, mis dans la gestion pilotée, sont-ils hedgés? Alors on va expliquer ce que c'est que être hedgé, et vous nous l'avez dit, mais c'est l'occasion de faire un petit moment de pédagogie. Alors hedgé, c'est le terme anglais qui veut dire couvert. Ouais. Couvert, ça veut dire que on va assurer le portefeuille contre un risque. On se protège. On protège le portefeuille contre un risque. Donc quand on parle de position aux actions américaines hedgées, ça veut dire qu'on investit sur des actions américaines, mais on protège le portefeuille contre le risque de baisse du dollar. Oui. Ce qui fait qu'on va récupérer, in fine, au niveau du portefeuille, la performance de l'indice action en dollars et pas en euros. Parce que si je prends un exemple simple, vous avez un indice en dollars qui fait 15%, vous avez un dollar qui baisse de 10% par rapport à l'euro. À la fin, la performance en euros de votre indice action américain, elle n'est plus que de 5%. Et donc, on voit bien tout l'intérêt de la couverture, mais il n'y a pas de repas gratuit. C'est ça, parce que j'allais vous dire, pourquoi vous hedgez pas tout, Henri, franchement. Et le problème, effectivement, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est que le coût de cette assurance n'est pas nul. Oui. Il se trouve que, dans certains cas, pour certains investisseurs, dans certains pays, il peut être gratuit. Et à ce moment-là, effectivement, on a plutôt intérêt à se couvrir. Pour nous, Européens, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que les taux en Europe sont plus bas que les taux aux États-Unis. Oui. Et en pratique, de manière synthétique, le coût de la couverture, c'est le différentiel de taux. Donc, de manière schématique, si vous avez des taux à 4% aux États-Unis et 2% en Europe, ça va vous coûter 2% par an. Très clair. 2% par an, c'est un peu dommage de le laisser sur la table. Il faut savoir que quand on investit sur un marché d'actions, l'espérance de gain historique, elle est de l'ordre de 7%. Donc si vous perdez de manière structurelle 2% au titre de la couverture, c'est un peu dommage, ça vient quand même amputer près d'un tiers de votre potentiel de performance sur un risque qui, sur le long terme, je le disais, n'a pas vocation à vous coûter très cher. Ouais. Voilà. Il va générer de la volatilité, il va y avoir des phases de hausse, des phases de baisse, mais globalement sur le long terme, et en particulier, on l'a vu depuis la création de Hypermatelas, le dollar est à l'équilibre par rapport à l'euro. Bon, ben voilà. Et donc, pour répondre précisément à la question, je le redis, les expositions en dollars sont couvertes à 50%. D'accord. C'est-à-dire que si vous avez un portefeuille dans lequel il y a 65% d'actions américaines, vous allez avoir la moitié qui est couverte et la moitié qui est non couverte. Même un petit coussin amortisseur. Exactement. Voilà. Kiko nous demande, bonjour, l'offre concerne-t-elle un PER bancaire ou un PER assurantiel? Là aussi, en pédagogie, Rémi, on explique peut-être la différence entre les deux. Et le Hypermatelas, est-ce un bancaire ou un assurantiel? C'est une excellente question. Ouais. C'est un PER assurantiel. Moi, je m'y perds aussi un peu. Notre partenaire Réalavie donc, est un assureur. Cela a des impacts, on peut le voir notamment, on n'a pas le terme d'un support sécurité euro, il n'existe pas, si c'est un PER bancaire par exemple, on ne peut pas. Il peut également y avoir des incidences en cas de décès. S'agissant d'une assurance, au moment du décès, le fonctionnement du PER s'apparente. Alors, si jamais il s'agit soit qu'on est en cas de vie, soit une fois qu'on a fait des retraits en capital, mais pas sous forme de rente, mais ça s'apparente beaucoup à une assurance vie. Ce n'est pas identique, il y a des subtilités, mais dans les grandes lignes, ça s'apparente beaucoup à la fiscalité qu'on applique à l'assurance vie en cas de décès. Ce qui n'est pas le cas d'un PER bancaire, par exemple. Ouais. Bon, ben voilà pour cette réponse. Et on reste sur justement les fonctionnalités, les modalités du PER. Virla nous demande, peut-on ouvrir un PER dans plusieurs banques? Parce que certains produits, on peut en avoir plusieurs, d'autres, on ne peut pas. Alors le PER, plusieurs, un seul, plusieurs On peut en avoir plusieurs. D'accord. On le souhaite. Et je dirais même que certains ont des PER, pas forcément individuels, des PER1, mais sont des PEROB ou PERCO, on appelait ça, qui ont été souscrits souvent par leur entreprise pour eux. Ils peuvent d'ailleurs le transférer, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs contrats PER à des établissements différents, et ensuite on peut le regrouper sur un seul PER. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, chez Boursorama, on propose la mobilité pour ceux qui le souhaitent, regrouper au sein d'un seul et même endroit. Alors, vous me tendez une perche énorme, Rémi, parce que j'ai une question de Di Vincenzo qui nous dit « Bonjour, je détiens un PERP au sein de ma banque, mais je souhaiterais en ouvrir un autre ailleurs. Est-ce possible? Si oui, à quelles conditions ?» Alors, elle nous parle d'un PERP, mais en tout cas, on peut faire bouger, si je puis dire, son PERP et le convertir en PER. Complètement, oui, tout à fait. Alors, petite astuce, d'ailleurs. Oui.
Pour ceux qui recherchent, on va demander les références du contrat, forcément, la compagnie, etc. Vous avez le site Info Retraite, qui est très bien fait pour ça, qui est un site national, un site public, sur lequel il suffit de renseigner quelques informations sur cette sécurité sociale et qui vous donne la liste de tout le contrat que vous avez avec les références qui vous permettront de remplir les questions qu'on vous posera dans le cadre d'une mobilité. Ouais, et il faut le dire, ça marche très très bien. Il faut le dire aussi quand ça marche bien. Question pour Henri. Olivier nous demande, alors ça c'est une question intéressante. Gestion pilotée, peut-on modifier le pilotage à horizon pour maintenir le plus longtemps possible la poche action? Si on veut rester, bénéficier des marchés jusqu'au bout. Moi, spontanément, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Alors déjà, la réponse que j'ai envie de faire, c'est pourquoi choisir la gestion pilotée si on veut piloter soi-même, si on veut faire soi-même son allocation. Dans l'offre de PER Matelas, effectivement, il y a deux types de gestion. Il y a ce qu'on appelle la gestion libre, qui permet finalement de mettre en œuvre l'allocation souhaitée par le souscripteur. Et puis il y a la gestion pilotée qui correspond à une forme de délégation de cette décision de gestion à un tiers. Et ce tiers, c'est BlackRock, en partenariat avec Boursorama et Sogecap, l'assureur. Donc pour répondre à la question qui est posée, en théorie oui, mais ça va nécessiter un changement de type de gestion. Et je crois que c'est totalement libre au niveau du PER Matelas. Tout souscripteur peut basculer de la gestion libre à la gestion pilotée et vice-versa en fonction de son souhait ou de ses préférences. J'aurais tendance à dire que toutes les situations individuelles sont particulières et donc il n'y a pas de réponse absolue à cette question. C'est-à-dire peut-être que dans un cas particulier d'un souscripteur qui a de l'épargne par ailleurs, qui sait qu'il ne va pas avoir besoin de retirer du capital de ce plan d'épargne retraite parce qu'il aura une retraite très confortable ou, comme je le disais, d'autres revenus, par exemple, de nature immobilière, à ce moment-là, effectivement, peut-être que le profil de réduction de l'allocation en action n'est pas le mieux adapté dans son cas particulier. Mais il n'y a pas de réponse générale à cette question. Puis on a coutume de dire que parfois, ce n'est pas parce qu'on peut le faire qu'il faut le faire aussi. Donc voilà, effectivement, là aussi, c'est à vous de voir. Je rappelle quand même que l'investissement dans les marchés d'actions nécessite de manière structurelle un horizon qui est plutôt long, de l'ordre de 5 à 7 ans. Parce que si vous rentrez sur un épisode de volatilité ou même de crise, eh bien là, ça peut être très douloureux. Question d'Alain et d'Aurore, peut-on la sortie? Ah ben oui, la sortie se fait-elle en capital ou en rente? Les deux. Les deux, mon capitaine. On a le choix. Soit on choisit en rente, soit on choisit en capital, avec des avantages et des inconvénients forcément dans chacun des cas. Allez, vous allez devoir nous y passer. Ah bah oui, c'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients? Alors, je vais commencer peut-être par la sortie en capital, ou capital fractionné, après selon le cas. L'avantage, c'est la liberté. C'est qu'on peut retirer le montant qu'on veut, au moment où on veut. Alors bon, je précise quand même, il y a des modalités à savoir. Chez nous, c'est 2 sorties en capital par an. D'accord. Par contre, indéfiniment jusqu'à ce qu'il reste du capital. Alors que la sortie en rente, à l'inverse, on n'aura peut-être pas la même souplesse, puisque d'ores et déjà, on va choisir un mode de rente, et en fonction de celui-ci, on aura un montant qui sera versé. Par contre, on dit que le contrat est à ce moment aliéné, c'est-à-dire que c'est l'assureur qui prend possession du contrat et qui verse en contrepartie un montant fixe, ou pas, enfin selon les modes de rente possibles, jusqu'à la retraite. Jusqu'au décès. Jusqu'au décès, pardon. Merci. Justement, parce que c'est à la retraite. Il est vigilant. Merci Henri. C'est la retraite justement qu'on sélectionne, jusqu'au décès, exactement. Après, on peut choisir d'opter pour une réversion ou pas envers un conjoint. Par contre, il faut savoir qu'une fois si jamais on n'a pas mis de réversion, par exemple, une fois qu'on décède, les rentes cessent. Et il n'y a pas non plus de versement de capital à un bénéficiaire. Alors que dans le cas d'une sortie en capital, s'il reste un capital, il est versé au bénéficiaire qu'on avait désigné dans le contrat, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Bon, mais je retiens, effectivement, et c'est un des avantages du PER, que les deux options sont possibles. Question de Cyril que je vais poser à Henri, parce que je pense qu'elle est valable pour la gestion libre et pour la gestion pilotée. Et c'est un concept sur lequel on revient souvent ici. Cyril nous dit « J'ai cru comprendre qu'on lisse le risque si on fait des versements réguliers tout au long de l'année, plutôt qu'un versement global par an. Pourquoi ?» Allez, on va parler de ce lissage de l'investissement. Je suis content que Cyril pose cette question. Vous le connaissez, c'est ça? C'est ma doctrine. Je suis un fervent adepte de ce qu'on appelle les versements réguliers, les versements programmés. Pourquoi? Parce qu'une caractéristique naturelle des marchés d'actions, c'est d'être ce qu'on appelle volatile. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile, d'une certaine manière, d'apprécier la valeur d'une action sur le très long terme, parce que voilà, il y a une certaine forme de prévisibilité dans la croissance des bénéfices, etc. Alors que sur le très court terme, les marchés d'actions peuvent être sensibles à des facteurs qui ne sont pas purement financiers. Les droits de douane de Donald Trump, au début de l'année. Des données qui sont exogènes et qui vont venir impacter à la hausse comme à la baisse les marchés. Et cette volatilité,
C'est quelque chose qui peut paraître un peu pénible pour la plupart des investisseurs, parce qu'on voit son capital monter, baisser, on ne comprend pas trop pourquoi. Ça peut devenir une arme, un avantage pour justement les souscripteurs réguliers. Pourquoi? Parce que quand vous investissez régulièrement la même somme, ben, quand les marchés montent, cette somme va vous permettre d'acheter un petit peu moins de marchés d'actions. Mais en revanche, quand les marchés baissent, la même somme va vous permettre d'acheter beaucoup plus d'unités de marchés d'actions. Donc de cette manière, un versement régulier, ça vous permet finalement de moyenner de manière régulière votre prix d'entrée sur les marchés d'actions. Et finalement, quand il y a une très forte période de volatilité, au lieu de la subir et de regarder son capital baisser, eh bien vous savez qu'au travers d'un versement régulier, vous allez mécaniquement acheter le marché. Et sur le très long terme, les marchés d'actions ont plutôt quand même vocation à monter de manière à peu près régulière. Et donc, sur un horizon d'investissement qui est celui du PER, on parle d'un horizon d'investissement qui est très long, le versement régulier est un vrai atout pour finalement lisser la volatilité et augmenter le potentiel de performance. Je reprends mon exemple des droits de douane parce qu'en début d'année, ça a fait un décrochage des marchés. Je repense à Cyril qui, s'il avait décidé la veille peut-être de cette déclaration d'investir sa somme, tout de suite, il a une très forte perte et c'est compliqué après à rattraper cette perte. Et c'est le vrai sujet, c'est que si vous regardez la trajectoire des indices cette année, ils montent régulièrement à peu près jusqu'à fin mars. Ensuite, ils baissent très violemment et ensuite, ils repartent. Si vous ne regardez pas les marchés pendant toute l'année, bah, finalement, vous pouvez avoir investi au début de l'année, vous regardez vos performances à la fin de l'année, tout s'est bien passé. Si vous avez investi régulièrement, bien, vous aurez investi en partie au plus bas des marchés, ou en tout cas proche du plus bas des marchés. Et donc, si cette phase de baisse, de consolidation avait duré, ben finalement, la proportion investie aurait été plus importante et donc vous auriez moyenné à la baisse votre investissement dans ces marchés d'actions. Voilà, il faut laisser le temps au temps, surtout en matière d'investissement. On a des questions, bien sûr, sur les frais. Clara, si je comprends bien, il n'y a pas de frais d'entrée, ni de sortie sur le Perrin matelas. Et puis Rachel et les frais en gestion libre. Petit topo sur les frais, Rémi. Eh bien, c'est très simple. C'est 0,5% de frais de gestion. Après, s'ajoutent dans certains OPCVM des frais qui sont liés à l'OPCVM en lui-même. Donc, frais que vous retrouvez quand on investit en gestion libre, on arrive sur une étape dans ce qu'on appelle sélecteur de fonds. Donc, vous avez les catégories de classes d'actifs sur chacun d'entre eux. Vous aurez systématiquement un lien hypertexte sur lequel l'utilisateur peut cliquer, qui l'amène sur la fiche produit et il aura accès sur tous les frais qui pourraient s'appliquer. Bon, ben voilà. Et donc, du coup, il y a des différences de frais entre gestion pilotée ou gestion libre, ou c'est grosso modo la même chose? Alors, c'est pas tout à fait. La gestion pilotée, c'est assez différent. En plus, la gestion pilotée, finalement, c'est le gestionnaire d'actifs qui va définir l'ensemble des fonds qui vont être alloués dedans. La gestion libre, c'est l'utilisateur qui va choisir lui-même. Bien sûr. Donc, chaque maison de gestion va proposer des frais selon son investissement. D'accord. Alors, évidemment, tout ce qui est fonds indiciels, ETF, sont souvent les moins chers qui sont proposés. Mais ça, c'est une condition, on va dire, de marché. Mais ensuite, voilà, le client peut s'en informer juste en cliquant systématiquement là-dessus. Et bien justement, puisqu'on parle des fonds et de leurs frais et rentrer un petit peu dans le concret de ce dans quoi on investit, il y avait une question de Samia sur la gestion pilotée. Vu que c'est un produit d'investissement, j'aimerais connaître où sont placés les fonds, même dans quelles entreprises. Alors, est-ce qu'elle peut aller jusqu'à ce degré de précision, Samia? Elle peut le faire très facilement sur l'intégralité des supports dits ETF. D'accord. Un ETF, c'est un produit qui a été construit et qui est géré pour répliquer la performance d'un indice. D'accord. Et l'avantage des ETF, c'est qu'ils sont totalement transparents. Donc, tout souscripteur qui est porteur d'ETF au travers de cette solution du Perrin matelas, il lui suffit de prendre le code de la valeur qu'elle détient, d'aller regarder sur le site BlackRock quelle est la composition de cet ETF, et elle pourra contrôler cette composition tous les jours. Tous les jours, on est totalement transparent sur la composition des titres qui sont détenus dans nos ETF. Là où il y a peut-être un petit sujet, c'est sur le produit investi dans les actifs illiquides, qui est géré par Euraseo, qui n'est pas du tout comparable, puisque ce n'est pas un ETF, c'est un produit d'investissement un peu particulier, qui n'offre pas le même niveau de transparence, mais qui représente une proportion assez faible du portefeuille total. Donc j'ai envie de répondre, globalement, à 90%,
la transparence est totale sur ce produit. On pourrait, précision sans être trop technique, expliquer ce produit que vous avez mentionné. C'est une évolution légale qui fait qu'aujourd'hui on le retrouve dans le PER, c'est ça? Tout à fait. Oui. Alors il faut suivre, parce que les évolutions législatives, il faut, quand on est investisseur, il faut toujours suivre un peu ce qui se passe. Ça bouge régulièrement. Mais depuis l'année dernière, une loi dite Industrie verte est rentrée en vigueur et s'impose à tous les distributeurs de plans d'épargne retraite. Et au sein de cette loi, il est mentionné de manière explicite qu'on doit allouer un minimum de tout portefeuille. Et ce minimum va varier en fonction du profil de risque de l'investisseur, en fonction de son horizon d'investissement. Donc ça ne va pas du tout être le même pourcentage qui va être utilisé, dans des actifs qui viennent financer l'économie réelle. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle Boursorama, évidemment, et SOGCAP se sont mis en conformité avec la législation et on a travaillé avec eux pour intégrer ce produit géré par Euraseo dans nos grilles. Bon, ben voilà. On avait une question un petit peu dans la catégorie du lissage, mais je pense qu'il y a un côté volontaire, obligatoire ou pas. Ranto nous demande, les versements pour alimenter le PER sont-ils des versements mensuels? Alors, est-ce que je suis obligé de verser, Rémi, un petit peu par mois? Est-ce que je fais, là aussi, comme bon me semble? Vous faites comme bon vous semblez. Bon. Vous pouvez faire des versements ponctuels, vous pouvez aussi mettre en place des versements programmés. L'avantage de mettre des versements mensuels, c'est de s'assurer de ne pas oublier, de mettre un versement régulier. Je cotise X euros tous les mois pour ma retraite, aussi X euros de déduction fiscale. C'est un moyen, mais c'est absolument pas obligatoire. Et une fois que vous le mettez en place, vous pouvez à tout moment les arrêter et à tout moment les reprendre. Et changer les montants si vous le voulez. Et ça ne me coûte pas de sous d'arbitrage, je ne sais quoi. Non, ça ne coûte rien. Promis. Bon, super. Et si je peux me permettre, bien sûr. Parce que je disais tout à l'heure, j'étais un fervent adepte des versements programmés. Pourquoi? Parce qu'on a un certain nombre d'études académiques produites par des chercheurs qui montrent que les investisseurs ont tendance à réagir aux évolutions du marché de manière qui est contraire à leur intérêt. C'est-à-dire que globalement, quand les marchés baissent... son propre ennemi, en gros. Exactement. Faire attention, c'est ce qu'on appelle des biais comportementaux. Quand les marchés baissent, on a tendance à investir moins. Et quand les marchés montent, on a tendance à investir plus. Donc on amplifie les mouvements. Et on voit bien que c'est un peu contre-intuitif. Parce que, globalement, c'est quand il y a marqué baisse de prix qu'on devrait avoir envie d'acheter un peu plus d'actions. C'est exactement le contraire qui se produit. Et donc, les versements programmés, ça a un énorme avantage, c'est que ça vient éliminer ces biais comportementaux. Bon, c'est très clair, ça nous vaccine un petit peu contre Exactement. nous-mêmes finalement. Deux questions de YG et de MacNac, un petit peu similaires. Si j'ai 22 ans, alors ça ne sert à rien de mettre l'argent sur le PER. Et YG nous dit, peut-on ouvrir un PER si on est étudiant? Alors est-ce que quand on est jeune, qu'on n'a pas... je pense que tous les deux vous avez des choses à dire sur le sujet. Quand on est peut-être encore étudiant, on a peut-être encore des revenus, de faibles revenus, parce qu'on commence dans la vie active, le PER, c'est pas valable, Rémi? Si, bien sûr. Il n'est jamais trop tard pour épargner pour sa retraite. Étudiant déjà, répondons à la question. Alors déjà, oui, il n'est jamais trop tôt. Avant 35 ans, on l'a vu dans le sondage. Il n'est jamais trop tôt pour épargner pour sa retraite. Et il est tout à fait possible, je le disais en introduction, il est tout à fait possible, si on n'est pas retraité, d'ouvrir un PER. Déjà, en tout cas, c'est possible de le faire. Et par ailleurs, oui, si on a les moyens de pouvoir le faire, vous posez la question d'être étudiant. Donc, si on a des ressources, au contraire. Et si je peux me permettre, investir sur les marchés, c'est quelque chose qui... malheureusement, ça prend sur le tas. Il n'y a pas d'école. C'est en investissant qu'on va progressivement s'intéresser de plus en plus au marché financier, comprendre comment il fonctionne, comprendre comment gérer la volatilité, apprendre aussi à supporter le concept de perte potentielle, de perte latente et pas de perte réelle. Et j'ai envie de dire, c'est encore mieux de le faire quand on est jeune avec des tout petits montants. On peut ouvrir un PER, je crois, avec 150 €, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Donc voilà, mettre 150 €, verser 50 € par mois, honnêtement, ce n'est pas avec ça que vous allez préparer votre retraite. Mais c'est le meilleur, la meilleure école possible. On pourrait dire. La meilleure école possible. Alors après, vous le faites avec un PER, vous le faites avec un PEA, vous le faites avec le produit que vous voulez. Mais il faut commencer jeune à investir et à investir régulièrement parce que c'est ça qui va vous obliger à suivre ce qui se passe sur les marchés, à la manière dont évolue votre épargne, et c'est comme ça que vous allez apprendre à gérer votre patrimoine. Justement, question, y a-t-il un montant minimum pour les versements volontaires? Pour les versements, oui, pardon, 300 €. Minimum. 300 €, d'accord. Alors, volontaire ponctuel. Oui. Pour les versements mensuels, c'est 50 € par mois. Donc 50 €, voilà.
très accessibles. Est-ce qu'on répond à cette question? Allez, on répond à tout sur ces webinaires, parce que c'est une question de l'année qui dit: tous les PER sont-ils comparables? Sinon, comment les comparer? Alors le meilleur, c'est celui de Boursorama. Mais allez, et pourquoi? Trêve de plaisanterie, on va répondre à la question quand même. Bien sûr. Déjà, on en a beaucoup parlé depuis le début. Il y a les frais qui comptent. Évidemment, toutes les compagnies... Surtout sur le long terme. Quand on est un investissement qui va durer des dizaines d'années, à la fin, ça finit par peser. Des performances qui sont délivrées aux clients. Donc évidemment, les frais en font partie, l'accessibilité en font partie aussi. Vous posiez la question à l'instant sur le montant des versements minimum, ça en fait partie aussi. On parlait tout à l'heure des rachats fractionnés à la retraite. Alors je me projette vraiment à la fin du contrat. Toutes les compagnies d'assurance n'ont pas les mêmes pratiques. Certaines limites en nombre, une fois que vous êtes à la retraite, le nombre de retraits en capital que vous pouvez faire, donc à vous de ménager, etc. Donc on a cette flexibilité qu'on propose, et puis aussi des frais les plus bas du marché, comme on disait au début. Il y a des PER qui exigent aussi des frais sur le versement. Voilà. Et puis il y a des comparateurs que vous pourrez retrouver, mais en tout cas, voilà. Et puis aussi des gestions pilotées performantes. Et j'allais dire, en fait, au-delà de ça, l'intérêt de ce PER, c'est d'être investi, comme tu le disais Rémi, sur des produits qui sont très peu coûteux. On minimise vraiment l'impact négatif des frais sur le long terme. Mais surtout, ce sont des supports qui sont représentatifs du potentiel de croissance de l'économie mondiale. Et de cette manière, d'une certaine manière, on a accès à des gisements de croissance qu'on ne va pas naturellement trouver en Europe, par exemple. On peut citer l'exemple de la tech, par exemple. Aujourd'hui, les leaders de la tech, ils sont aux États-Unis, ils sont en Chine, mais ils ne sont pas en Europe. Si on veut investir son épargne de manière à pouvoir profiter du potentiel de croissance de ces acteurs, il faut pouvoir investir de manière globale. Et on propose dans le PER Matelas une allocation en gestion pilotée qui est globale. En gestion libre, il y a des supports qui sont globaux. Et ça, je pense que c'est un vrai élément de différenciation par rapport à d'autres produits du marché qui ont peut-être un peu plus un biais européen, avec les avantages et les inconvénients qui vont avec. Alors justement, ça c'est super intéressant parce que, je ne sais pas si ça, vous avez vu Henri, l'or se porte bien en ce moment. On est à plus de 4 000 $ l'once. Et une question de Pierre, comment investir sur la thématique de l'or qui semble porteur en ce moment sur un PER, ETF, action de compagnie minière, OPCVM? Ça, c'est une excellente question. Ah bah oui. Alors déjà, l'or se porte mieux que bien. Oui. Je crois qu'au dernier pointage, il est à plus de 50% de hausse depuis le début de l'année. Même s'il est exprimé en dollars. Là aussi, on pourrait parler de l'effet devise, mais on ne va pas compliquer. En euros, c'est légèrement moins, mais quand vous avez une performance de base qui est aussi élevée, il en reste toujours beaucoup. Oui, tout à fait. Je crois que c'est la deuxième meilleure année de l'or sur les 50 dernières années. Donc c'est vraiment une année exceptionnelle qui s'explique pour des raisons fondamentales. Je ne vais pas m'appesantir dessus. Mais ce sont des raisons qui aujourd'hui ne confèrent pas à cet actif un intérêt stratégique. Stratégique, ça veut dire la nécessité d'investir dans cet actif sur un horizon de 10, 20 ou 30 ans. D'accord. Les raisons aujourd'hui qui sont derrière la hausse de l'or sont des raisons qui sont plus de court moyen terme. L'or est aujourd'hui perçu par les investisseurs comme étant un actif refuge, en particulier quand un risque potentiel de baisse structurelle de la valeur des monnaies, pas seulement le dollar, l'euro, le yen, il y a cette espèce d'angoisse. Et il y a un deuxième phénomène qui est en cours de réalisation aujourd'hui, au travers des achats structurels des banques centrales des pays du Sud, qui sont en train de diversifier leurs réserves. Mais, vous voyez, on peut faire ce constat aujourd'hui. On peut dire, à horizon 3 ans, il y a des chances que ça se poursuive. On est incapable de dire dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 30 ans, ce sera toujours le cas. Raison pour laquelle aujourd'hui, l'or ne peut pas être une allocation stratégique dans un portefeuille. En revanche, ça peut être une allocation tactique. Et donc, si l'investisseur est intéressé par le concept, il peut investir, on va dire, tactiquement dans un produit qui l'expose à l'or physique, mais il peut aussi le faire dans un produit qui l'expose aux compagnies minières qui exploitent l'or. Auquel cas, on va dire qu'il a la possibilité de démultiplier ses gains. Il faut savoir que les compagnies aurifères, sur une année comme celle-là, elles font plus de 100%. D'accord ? C'est-à-dire l'or fait 50, elles font 100. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes une action, vous avez naturellement ce qu'on appelle un levier opérationnel et un levier financier. Et donc, vous démultipliez les gains quand les choses se passent bien. C'est vraiment le cas de 2025.
Attention, ça marche dans les deux sens. Eh oui. C'est-à-dire que si l'or, l'année prochaine, perd 20 ou 30%, les compagnies minières réagiront aussi. Et puis, on peut avoir des problématiques propres à l'exploitation de ces différentes réserves, etc. Donc, il y a aussi un il faut savoir que l'or est de plus en plus difficile à extraire et de plus en plus difficile à produire. Et donc, les coûts de production augmentent. Une partie de la hausse que l'on a observée du prix de l'or reflète cette hausse structurelle et tendancielle des coûts de production. Oui. On n'a pas parlé encore fiscalité. Je le disais, il y a un webinaire qui est dédié au sujet, mais il y a des questions forcément. Macnac nous demande, est-ce possible de savoir comment le PR réduit les impôts? TBT nous dit, quid des 3 ans non utilisés indiqués sur la feuille d'imposition? Quelles années sont décomposées en cas de premier versement? Alors, Rémi, on ne va pas réécrire l'histoire parce que sinon, je pense qu'on peut y passer 1h30. On va quand même essayer de donner là aussi des éléments de réponse. Et ceux qui veulent creuser, dans le replay de la vidéo, on mettra le lien où on détaille vraiment tout, à la virgule près, j'ose dire. Rappelons déjà peut-être les grands principes. Oui, alors le grand principe du PER, c'est que, d'un point de vue fiscal, j'entends, c'est que les versements libres, déductibles que l'on va effectuer vont être déduits de ces revenus imposables, comme soustraits des revenus qui vont être fiscalisés derrière. Donc, le calcul qui peut être fait, c'est souvent, comparativement à sa tranche marginale d'imposition. La TMI. Exactement. Ouais. C'est quoi la TMI? C'est nos revenus sont imposés sous forme de tranches qui sont progressives, un peu comme un vase qu'on remplit. Et la tranche marginale d'imposition, c'est la tranche maximale à laquelle nos revenus sont imposés. Donc, si vous déduisez des versements de ces revenus, vous faites baisser le vase. Donc, forcément, l'avantage fiscal qui est généré peut être calculé en montant du versement fois le pourcentage de cette fameuse tranche. Voilà. Ça, c'est pour le grand principe. Pour la question de combien je peux verser finalement, j'en parlais tout à l'heure, il y a donc des plafonds qui correspondent normalement à 10% de ces revenus, mais plafonner aussi un certain montant. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est 8 passes, etc. De manière générale, ce que j'invite les clients à faire, c'est sur son avis d'imposition, les montants sont renseignés sur la 3e page de l'avis d'imposition. Déjà, non seulement le plafond de l'année, mais également les plafonds non utilisés. Il va falloir nous expliquer ce truc des plafonds non utilisés des années précédentes. Alors ça... En fait, en fonction de vos revenus que je décrivais, 10% de ces revenus, ça va définir un montant jusqu'auquel les versements que vous allez faire sur votre PER vont être déduits de vos impôts. Par exemple, imaginons que vous ayez 5 000 €, mettons votre plafond 2024. Vous pouvez verser 10 000 € si vous voulez, mais en parlant de l'hypothèse qu'il n'y ait pas de plafond antérieur. Mais la déduction fiscale va s'appliquer que sur les 5 000 €. D'accord ? Maintenant, si vous n'utilisez pas votre plafond, vous n'avez pas souscrit de PER, vous en avez un, vous n'avez pas versé dessus, eh bien, par contre, quelques années plus tard, vous souhaitez faire un versement, vous pouvez utiliser le plafond de l'année. Crédit de versement. Exactement. Et utiliser les plafonds des 3 années précédentes. D'accord. Voilà, donc une fois que vous les utilisez, entre guillemets, vous les utilisez, donc elles sont vidées, donc l'année suivante, vous ne les aurez plus. Alors, là, le législateur a été sympa. Honnêtement, oui, c'est pas mal. Quand on est dans un parcours d'épargne, on a plusieurs projets, parfois on passe à l'achat de la résidence principale, la capacité d'épargne baisse d'un coup, puis après ça va un peu mieux. Et là, le législateur, finalement, il offre la possibilité de lisser, de rattraper dans le temps les souscriptions au PER qu'on n'a pas pu faire. Qu'on a loupé. Et alors, juste... Laurent, excuse-moi, une précision que j'ai oublié de préciser, mais c'est aussi concernant Bourso, sur le site Boursobank, dans la page dédiée au plan d'épargne retraite, dans l'onglet épargne, vous avez un simulateur. C'est ce que j'allais dire, on peut simuler tout ça, c'est encore plus simple. Donc on a un simulateur qu'on met à disposition des clients, c'est tout en haut de la page, c'est simuler une page fiscale, et là-dessus, vous pouvez renseigner vos informations, et ça vous donnera l'avantage fiscal que générerait votre versement. Et alors, pour répondre précisément à la question de TBT, quelles années sont décomptées en premier en cas de versement? Alors ça marche comment? J'imagine, je verse en 2025, allez, maintenant, comment ça se décompte tout ça? Les plafonds sont utilisés, en fait, c'est ça? J'imagine que c'est la plus ancien ou plus récent, tout simplement. D'accord. Ok, bon ben voilà là-dessus. Alors attendez, j'ai encore des petites questions. Alors Ludivine en a répondu. Avec comment peut-on calculer le montant? C'est effectivement utiliser le simulateur. Estelle nous demande, y a-t-il une durée minimum de souscription? Alors je ne sais pas si c'est pour l'offre dont vous avez parlé ou si c'est pour le PER en général. Déjà peut-être pour l'offre, tiens, c'est peut-être ce qui m'intéresse. L'offre des... Boursobank. Sur l'adhésion, oui, tout à fait. Oui, pardon, c'est à partir du 1er octobre jusqu'à fin décembre. Bon, d'accord, très clair. Et pour le PER en général, non, il n'y a pas de durée minimale. Bon. Marlène qui dit, bon, fin novembre, on me dit, fin novembre pour l'offre.
Oui. Fin novembre, courant décembre, oui. Oui, voilà, exactement. Ah, ils sont attentifs en régie, incroyable. Marlène, donc, qui nous dit, et si on ne veut pas suivre le profil que vous nous donnez dans l'appli et qu'on veut prendre un peu plus de risques? Alors, j'imagine, Marlène, elle a répondu à différentes questions, et puis elle a un résultat qui ne lui convient pas. Est-ce que là aussi, c'est pas une question, c'est pas parce qu'on peut le faire qu'il faut le faire? Rémi? Je crois que dans le parcours d'épargnant, effectivement, l'épargnant renseigne un certain nombre d'informations. À l'issue de ce parcours, un profil de gestion lui est proposé, qui correspond à son profil de risque, prudent, équilibré, dynamique. Il a la possibilité de suivre cette recommandation ou pas. Donc il peut opter, même si voilà, on lui propose prudent, il peut opter pour équilibre, par exemple, ou équilibre, aller vers prudent. Oui. Et à la fin, il peut également ne pas suivre la recommandation de gestion pilotée et aller vers de la gestion libre. Le souscripteur est totalement libre. Exactement. Tout à fait. Mais on ne fait pas ces questionnaires sans raison, Marlène. Là aussi, c'est un petit peu, si je peux être votre Jiminy Cricket ce soir. Et c'est intéressant de savoir pourquoi vous arrivez à ce profil. C'est peut-être parce que dans les réponses que vous avez apportées, eh bien, finalement, c'est votre appétence au risque qui est ressortie. Laetitia nous dit, si je fais une mobilité de mon PER ouvert il y a 30 ans, alors on se place déjà. Wow. Là, on est un petit peu dans le futur. Est-ce que je perds les avantages déjà cumulés? Elle voit loin, Laetitia. Alors, si je décide de faire une mobilité de PER dans 30 ans... Oui, je ne sais pas ce qu'on entend par avantage cumulé. Oui. En tout cas, on l'a dit tout à l'heure, oui, on peut transférer des anciens contrats. Un de nos clients citait son PERP, par exemple. Les PERP ont disparu depuis 2019. Oui, c'est possible. Après, là, un contrat vieux de 30 ans, je ne voudrais pas trop me prononcer. Je pense on est un petit peu dans le futur, déjà. Ouais, mais si on se projette dans 20 ans, en fait, ce qui caractérise la loi Pacte qui a conduit à la création des PER, c'est la volonté de rendre ces PER portables. Eh oui. Portable, ça veut dire transférable. Ce qui est logique aussi. On les souscrit quelque part, on n'est pas content de la solution, on pense qu'on a trouvé une meilleure solution ailleurs, on peut les transférer. Je crois que Rémi, tu citais l'exemple des PER d'entreprise qui peuvent être transférés une fois qu'on a quitté l'entreprise vers un autre fournisseur de PER. L'idée du législateur, ça a vraiment été de faciliter la vie des épargnants en leur permettant de faire jouer la concurrence. Et donc, moi, je ne vois pas du tout pourquoi le législateur reviendrait en arrière sur cet aspect. Et donc, on ne peut pas faire de pari sur ce qui va se passer dans les 20 prochaines années ou dans les 30 prochaines années. En ce moment. Et je ne vois aucune raison objective pour que cet avantage-là soit remis en question. Vous l'avez évoqué, mais c'était une question de William au moment de l'inscription. Elle est importante aussi. Ce n'est pas un cas qu'on aime aborder, mais qu'est-ce qui se passe en cas de décès? Alors, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Oui. Ça dépend si on est encore en phase, si on est une fois à la retraite et en phase de rente, ou en phase d'épargne, ou une fois à la retraite, mais en mode de rachat en capital. Si c'est en format de rente, soit on avait sélectionné la réversion, soit on ne l'avait pas sélectionné. Si on ne l'a pas sélectionné, ça s'arrête. Plus de versement. D'accord. Plus de versement de capital non plus. Oui. S'il y a une réversion, eh bien la version s'applique. Donc c'est la personne qui avait été désignée qui reçoit les rentes à notre place. Et à son décès, à elle, évidemment, ça s'arrête. Si en revanche, on est dans les autres cas de figure, c'est le capital est versé aux bénéficiaires qu'on avait désigné dans le contrat avec une fiscalité analogue, pas identique, mais analogue à celle de l'assurance vie. Bon, petite précision toutefois, quand on parle de ces clauses bénéficiaires, enfin c'est même des abattements qu'on peut connaître dans le cas d'assurance vie, c'est considéré comme un produit assurantiel aussi. Vous savez que sur l'assurance vie, les abattements s'appliquent à tout contrat confondu, ça s'intègre également dedans pour le cas du PER, s'agissant d'une assurance. On a cette question de Thomas qui avait été posée au moment de l'inscription et qui concerne peut-être vous qui nous regardez ce soir, qui nous dit « Je suis entrepreneur indépendant. Le PER est-il adapté à mon statut et puis-je bénéficier d'avantages fiscaux spécifiques ?» Les avantages fiscaux s'appliquent pour lui au même titre que les salariés. C'est les mêmes pour tout le monde. Oui, c'est ça. Là, ce qui va être différent pour lui, c'est les plafonds qui ne sont pas les mêmes. Dans le cas de travailleurs non salariés, que les salariés sont même plus importants pour les travailleurs non salariés, souvent. Enfin, la règle de calcul est la même, mais ça peut monter jusqu'à un montant beaucoup plus important. Et puis souvent, les indépendants ont besoin de se constituer un complément retraite, des fois davantage que les salariés encore. Ouais. On a une question de Cédric qui dit est-ce qu'il y a une offre aussi pour les clients, pour ceux qui ont déjà souscrit un PER ? Alors, il y a toute l'année des offres. Non, mais c'est normal, il demande. Là, je vais faire du teasing. Il en aura une, mais pas pour tout de suite.
Stay tuned, comme on dit parfois dans un anglicisme un petit peu approximatif qui est le mien ce soir. Voilà, je pense qu'on a répondu à la plupart des questions. On me fait signe en régie qu'il y a encore des questions qui tombent, mais c'est toutes des questions qu'on a traitées. Donc, pour ceux qui sont en train de les poser, qui pourraient être frustrés, ne vous inquiétez pas. Si on y a répondu, on va mettre le replay en ligne très très vite sur le site de Boursorama, parce que ça va marcher cette fois-ci. Et vous pourrez avoir le webinaire en intégralité avec nos réponses, et donc vous verrez que forcément vous allez retrouver le sujet qui vous intéresse. Webinaire on me hurle dans l'oreillette qu'il y a un questionnaire, je vais vous en parler bien sûr. Ce qu'il faut savoir également, c'est que donc ce webinaire sera disponible, je l'ai dit, partout sur le site de Boursorama et également sur YouTube, là où vous nous avez regardé ce soir. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir mouillé le maillot, comme on dit, pour répondre à toutes les questions de nos clients et peut-être de vous qui nous avez découverts sur YouTube. Très bonne soirée et à bientôt.